Bonsoir François Omril. Bonsoir Jean-Lémarie. Vous présidez la CFE-CGC, le syndicat de l'encadrement. Vous faites campagne contre cette réforme du droit du travail qui sera présentée intégralement normalement jeudi prochain. Emmanuel Macron applique son programme. Il avait annoncé cette réforme. Est-ce qu'il a tort ? Alors Emmanuel Macron, il a annoncé pendant sa campagne électorale qu'il allait s'attaquer au chantier du chômage, de la problématique de l'emploi. Je pense qu'il faut faire la part des choses entre cet engagement-là, qu'on ne peut pas contester, et ce qu'il y a concrètement aujourd'hui dans la loi, et les raisons pour lesquelles, vous l'avez remarqué, nous nous opposons dans le détail à la plupart des mesures qui sont proposées dans la loi. Il avait annoncé des ordonnances, les ordonnances arrivent. Il avait annoncé une réforme qui irait plus loin que la loi El Khomri. Ce sera le cas ? Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur le contenu du concept d'aller plus loin que la loi El Khomri. J'observe quand même qu'avant d'aller plus loin, entre guillemets, que la loi El Khomri, il aurait été bon de mesurer les impacts de cette loi. Ce que nous avons à cœur de faire à la CFE-CGC, c'est d'examiner partie par partie ce qui est contenu dans la loi et l'impact que ça pourrait avoir sur l'emploi, qui est quand même l'objectif initial. On est obligé aujourd'hui de constater que la plupart des mesures qui sont proposées sont en fait des mesures de dérégulation qui ont un impact social mais qui n'ont pas d'impact économique positif. Qu'est-ce qui vous gêne précisément dans cette réforme ? Est-ce que c'est le principe ? Est-ce que c'est la philosophie ? Ou est-ce que c'est une série de choses techniques dans la vie des salariés ? C'est ça que j'aimerais comprendre. Alors, c'est toujours difficile de rentrer dans le détail parce que vous avez raison. Mais vous dites dérégulation, par exemple. Qu'est-ce que c'est, dérégulation ? C'est un mot fort, ça. Eh bien, je vais prendre l'exemple de l'inversion de la hiérarchie des normes sur lesquelles on va passer une étape supplémentaire concernant la rémunération. Donc ça veut dire ce qu'on peut négocier au niveau de l'entreprise et ce qu'on négocie au niveau des branches professionnelles. Ce qui est en jeu aujourd'hui, dans ce qui est proposé, et on le sait aujourd'hui par les ordonnances, c'est que par exemple des éléments de la rémunération qui sont aujourd'hui réglés par les conventions collectives dans les branches, comme par exemple le 13e mois ou la prime d'ancienneté, qui sont quand même des éléments extrêmement substantiels de la rémunération, pourraient revenir, si le projet va à son terme, à la négociation dans les entreprises. C'est-à-dire que la loi imposerait le fait que la branche ne pourrait plus être d'ordre public sur ces questions-là de la rémunération. Et est-ce que ce serait un problème, ça, Bien sûr que c'est un problème. S'il y a un accord au niveau de l'entreprise, cas spécifique, le gouvernement dit toujours négocier au plus près du terrain, dans la réalité de l'entreprise. Moi, je dis le terrain, il a bon dos. Chaque entreprise, quelle que soit sa taille, mais on a bien compris que c'était les entreprises les plus petites, donc les plus faibles par rapport à la pression du marché économique, qui pourraient se trouver contraintes de négocier des accords à la baisse sur les salaires et donc de pratiquer ce qu'on appelle le dumping social. C'est un bon exemple. Le dumping social, c'est un concept qui peut paraître un peu théorique. Eh bien là, on a un exemple pratique de ce que c'est concrètement que le dumping social. C'est ça, cette réforme, pour vous, c'est le dumping social, François Omril ? Alors, il n'y a pas que ça, mais ça fait partie, effectivement, des éléments qui sont proposés dans la réforme. Il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose qui nous choque beaucoup et qui, c'est vrai, a introduit ce climat de, non pas de défiance, mais un peu d'amertume avec le projet tel qu'il nous a été proposé. Ça concerne la fusion des instances représentatives du personnel. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail Délégué des du personnel, instances. comité d'entreprise, voilà, tout à fait. Comité d'hygiène et sécurité. C'est le modèle français. Le modèle français, il est comme il est, il a sa performance, il a son histoire. Est-ce qu'il n'est pas réformable, ce modèle ? Est-ce qu'on a besoin de 3 instances quand on peut en avoir une ? Mais il est réformable, puisqu'aujourd'hui, d'après la loi Rebsamen, qui date de 2015, on peut très bien organiser la fusion des instances, justement grâce au dialogue social. C'est tout à fait possible et sans limitation de taille. Et aujourd'hui, le gouvernement vient nous dire « je l'impose par la force et par la loi », alors que le dialogue social, celui qui est censé être au cœur de sa réforme, permet aujourd'hui cette fusion en fonction des impératifs du terrain. Et moi, je dis qu'il y a mal donne. Comment est-ce que, en proposant justement de soutenir le dialogue social sur le terrain des entreprises, le gouvernement peut se permettre d'imposer la fusion forcée des instances, alors que le terrain ne le veut pas? Depuis 2 ans que c'est possible, il n'y a eu que 12 accords. En face de vous, François Omril, vous avez des chefs d'entreprise qui attendent cette réforme et qui disent qu'elle va peut-être lever, ce sont les mots qu'ils emploient, la peur d'embaucher. Est-ce que ça vaut la peine? La peine d'essayer? Moi, je dis que cette fameuse peur d'embaucher mérite d'être un peu mieux documentée, parce que les chefs d'entreprise ne parlent pas tous d'une même voix par rapport au sujet. Mais beaucoup le disent, y compris à ce micro. Oui, mais vous avez pu observer la complexité, la difficulté, la peur des prud'hommes, ça c'est très concret. On parle aussi du barème en cas de licenciement jugé abusif. Mais parlons de la peur des prud'hommes. Qui a peur des prud'hommes aujourd'hui? Ce ne sont pas les très grandes entreprises.
Ceux qui ont peur des prud'hommes, ce sont les petites entreprises qui n'ont pas les moyens financiers de faire face à un contentieux qu'ils ont peut-être introduit eux-mêmes en gérant mal la procédure de licenciement. Et moi, je dis depuis le début que plutôt que de traiter en aval le problème, il faut le traiter en amont et donner les moyens aux chefs d'entreprise qui n'ont pas aujourd'hui les moyens d'encadrement, les toutes petites entreprises, où on sait très bien que la fonction RH, elle est gérée souvent par le comptable, de leur donner les moyens de mieux encadrer ces questions-là. Ça, c'est une vraie résolution du problème. Est-ce que ce n'est pas un moyen de créer de l'emploi, cette réforme? C'est ce que le gouvernement il va répéter encore, j'imagine, jeudi. Eh bien, nous pensons tout à fait le contraire. Nous pensons au contraire que c'est un moyen... Déverrouiller, libérer. Mais qu'est-ce qu'il y a besoin de libérer sur l'emploi en France? 17 réformes en 30 ans sur le Code du travail. Le Code du travail, aujourd'hui, il est lourd de toutes les réformes qu'on a voulu faire pour soi-disant le simplifier. Cette réforme va apporter peut-être 150 pages supplémentaires. Ça va apporter de l'instabilité économique. On parle des investissements. Il y a beaucoup à dire sur les motivations des soi-disant investisseurs sur le marché français. Mais ce qu'ils veulent, eux, c'est de la stabilité. Et je peux vous dire que nous avons, nous aussi, des contacts avec les chefs d'entreprise, et pas des moindres, et qui pensent que cette réforme est inutile, et qu'au contraire, elle va apporter de l'instabilité juridique. François Omril, le 12 septembre, la CGT appelle à manifester. Est-ce que vous serez dans la rue avec la CGT? Alors, c'est une question très précise à laquelle je ne peux pas répondre. Assez rapide, à laquelle je peux pas répondre. La question est double. La question de la mobilisation, effectivement, mérite d'être regardée du côté de notre organisation. Vous êtes prêt à vous mobiliser aujourd'hui contre cette réforme? Nous avons des sections syndicales qui nous rapportent aujourd'hui leur désir, effectivement, de se mobiliser. La question de le faire le 12 septembre est une autre question. Moi, je pense qu'on peut, sur un sujet aussi grave, aussi important, avoir une exigence, celle d'être relativement unis au niveau des organisations syndicales, d'être dans un mouvement unitaire. Et je pense qu'il faut... C'est à ça que vous appelez ce soir un mouvement unitaire des organisations syndicales? Moi, ce que j'appelle, c'est à ce que les organisations syndicales se parlent et partagent leurs analyses sur le contenu en détail de la loi et ses conséquences. Et à partir de là, nous pourrions, je pense assez facilement, définir les conditions d'un mouvement unitaire de réaction au projet gouvernemental. François Omril, président de la CFE-CGC, invité de l'Interview Écho ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup.